Rebonsoir. Merci beaucoup d'être resté et d'être là ce soir. Euh, du coup, est-ce que Jacques, pour commencer, tu peux nous parler un peu de ton parcours et comment t'en es venu à explorer ce cinéma? Bien, mon parcours, j'ai été étudiant en art à l'université de Bordeaux. Euh, J'étais très féru de dessin et de peinture et en fait très vite j'ai abandonné cette piste-là. Enfin, en première année, je commençais à me sentir pas à l'aise avec ces médiums parce que je savais pas vers où aller en fait. Et il y avait l'opportunité à l'université à ce moment-là, c'était 93-94, d'aller vers la vidéo. Il y avait un atelier de vidéo qui était dirigé par Philippe Fernandez. Et puis, il y avait un atelier d'infographie où on apprenait à servir de Photoshop et de logiciels de 3D. Et en fait, je suis allé vers ces deux trucs-là. Et je m'attendais pas à avoir des facilités avec l'informatique parce qu'en fait, ça m'intéressait pas avant. Et je crois que ça m'intéresse toujours pas vraiment en fait. Mais comme j'ai eu des facilités en fait assez rapidement à me servir des outils, on m'a proposé d'avoir accès, enfin on m'a offert l'accès en fait à une salle dans laquelle il y avait une Silicon Graphics, un ordinateur très puissant pour l'époque. Aujourd'hui, ça serait ridicule, je pense, mais à l'époque, c'était vraiment une très grosse machine que l'université avait acquise avec un logiciel de 3D dessus qui s'appelle Softimage et en fait, il y avait personne qui savait vraiment servir de ce logiciel-là. Ils avaient le mode d'emploi et ils espéraient de temps en temps trouver un étudiant qui ait le courage de s'y plonger. Alors, il y avait quelqu'un d'autre qui s'y était plongé, mais il commençait à plus être trop à l'université et donc du coup, on m'a demandé si ça m'intéresserait d'essayer ça. Et donc du coup, on m'a filé tout simplement les clés de ce petit bureau et qui en fait se retrouvait. Et je regrette toujours de jamais avoir fait de photo de cet espace-là, mais en fait, on avait la chance à l'époque d'avoir en vidéo des caméras et une salle de montage dans laquelle il y avait un banc Humatic et 3 bancs bêta. Et en fait, au milieu, donc l'espace était une espèce de cage en verre. Donc toutes les salles étaient séparées par des verres transparents et au milieu il y avait un espace qui devait faire un demi-mètre carré dans lequel il y avait l'ordinateur, la fameuse Silicon Graphics, avec ses piles de mode d'emploi en anglais. Et en fait voilà, c'était un lieu où personne n'allait jamais. Et donc on m'a filé les clés de ce petit truc-là pour que moi j'aille essayer de faire des choses avec la machine. Et en fait, bon j'ai essayé, hein, le mode d'emploi a été vraiment effrayant. Je pense qu'il est toujours si on le retrouve. Et j'ai essayé de faire des trucs. Et puis surtout, j'ai très rapidement en fait découvert qu'il y avait Internet sur l'ordinateur. Je savais pas trop ce que c'était Internet à l'époque. J'ai découvert un peu à travers ça. Et puis derrière la machine, il y avait une petite prise jaune. Vous savez, ces magiques petites prises jaunes qui nous invitent à brancher un câble pour la vidéo. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais essayer de brancher les bancs vidéo avec l'ordinateur et de voir qu'est-ce que je peux faire. En fait, j'ai jamais réussi, mais ça m'a ouvert la piste d'essayer de vouloir faire de la vidéo avec cet ordinateur-là. Et donc, j'ai essayé plein de façons de le faire et j'ai engagé une recherche un peu au croisement en mélangeant tout ce que j'avais autour de moi, c'est-à-dire j'avais Internet, j'avais des bancs analogiques et j'avais un ordinateur et donc j'ai essayé de mélanger tout ça. Et après une période un peu à tâtons où je faisais des choses plutôt en essayant d'être intelligent, je me suis rendu compte que mes vrais désirs, ils étaient plastiques et que ce que j'avais envie de chercher, c'était pas des idées sur les choses, mais trouver un matériau en fait avec lequel travailler. Et donc j'ai commencé à vraiment, je pense à partir de 97, d'avoir une démarche assez rigoureuse de tentative, de recherche, de trouver un endroit en fait où l'image pouvait se situer pour moi. Et je pense que j'étais très influencé par ce que je voyais autour de moi et puis par les idées de Deleuze à l'époque. J'avais un prof qui nous parlait beaucoup de Deleuze.
et de l'image temps, de l'image mouvement, et je me suis mis à chercher en fait les artefacts des médiums à l'intérieur des images. Donc comme j'avais plein de possibilités, je faisais traverser les images toute une quantité de médiums différents pour voir à chaque endroit où ce qui restait des traces et comment à travers d'un médium à l'autre les traces pouvaient persister et ainsi de suite, pour partir comme ça un peu à la recherche de quelque chose qui peut-être serait spécifique à l'ordinateur et à l'informatique. Et en fait, j'ai tâtonné beaucoup et c'est au début des années 2000 quand il a commencé à avoir véritablement le déploiement du câble numérique, que les réseaux peer-to-peer ont commencé à vraiment être importants et que l'évolution des vitesses de l'internet faisant, on échangeait plus simplement de la musique, mais on commençait à avoir des films apparaître. Et du coup, ces films, ils étaient compressés très fort, dans des qualités assez sauvages, on dira. Et en fait, je me suis dit pourquoi est-ce que je verrais pas ça autrement. Et je pense que j'ai eu la chance de participer, enfin d'être en tout cas spectateur, mais participer un peu aussi parce que j'avais accès à tout ce matériel-là, à toutes les évolutions progressives du passage de l'analogique au numérique grand public, et avec ce narratif qui s'installait de vouloir être dans la continuité de l'argentique, donc l'appareil photo arrivant avec cette idée que l'appareil photo numérique allait pouvoir remplacer l'appareil photo argentique, mais que la qualité n'était pas encore au rendez-vous. Donc tout le monde était déçu par ces machines-là. Et moi, j'ai commencé à essayer de me dire que peut-être il fallait les entendre pour ce qu'elles sont et voir les images qu'elles produisaient. Et donc, j'ai commencé à essayer de trouver quelque chose à cet endroit-là. Et c'est vraiment qu'au début des années 2000, quand il y a eu la convergence avec la compression vidéo qui s'est vraiment démocratisée, que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de vraiment spécifique à l'image vidéo dans les flux vidéo. Et j'ai commencé à expérimenter des choses. Ok. Et quand tu étais venu au Ciné Club en 2018, tu avais concocté un programme qui s'appelait Aucune image ne peut résister à l'amour. Cette fois-ci, tu as un programme de 4 films qui s'appelle La vie dans l'œil. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as élaboré un peu ce programme? Non. Alors, je pense que le titre, il vient directement en réaction avec un livre que j'ai pas lu, mais de Stéphane Zagdansi qui s'appelle La mort dans l'œil. Et en fait, j'aime pas le titre. Mais je comprends. J'ai beaucoup écouté. Je l'ai beaucoup écouté parler ces derniers temps. Et je comprends ce qu'il veut dire, mais je suis pas d'accord parce que tout le monde n'a pas forcément la mort dans l'œil et le cinéma est pas forcément quelque chose qui vient apporter ça. Certainement qu'il le fait beaucoup et certainement que l'industrie du cinéma le conduit beaucoup dans cette direction-là, mais tout le monde n'a pas le désir de ça. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui veulent insuffler quelque chose dans leurs images et qui font un cinéma par nécessité, un cinéma ou autre chose. Il n'y a pas que le cinéma dans la vie, même si c'est important. Mais voilà, dans toutes les pratiques, pour moi, toutes les pratiques se rejoignent dans la relation qu'on peut avoir en tant que créateur, artiste ou quoi que ce soit, et qu'on peut y projeter ce qu'on veut, Donc, et donc du coup, c'est une idée qui, je pense, devient primordiale dans mon travail depuis, je dirais, une quinzaine d'années, d'insuffler de l'amour et de la vie plutôt que de la mort. Donc du coup, construire plutôt que détruire, ce qui est aussi a beaucoup été souligné dans le vocabulaire que j'utilise quand je parle de mon travail, puisque il est effectivement né contre quelque chose, mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je cherchais pas à détruire les images, vraiment pas, et que je les aimais énormément,
Donc du coup, il y a ce désir-là de porter ça, quoi, et de faire des pièces, même si l'époque tend à nous faire souffrir beaucoup, on dirait, et à nous frustrer énormément dans nos capacités d'action, d'agir à l'endroit où je peux dans les images, pour qu'elles soient des formes d'émancipation déjà de leurs conditions, et puis après peut-être de porter quelque chose dans le cœur de ceux qui les reçoivent, en tout cas. Mais voilà, donc le titre doit venir de là. Justement, je me permets de rebondir sur ce que tu viens de dire et l'amour que tu as aux images qui est assez flagrant dans les films qu'on a vus. Mais j'ai eu l'impression que le dernier film de la sélection, Patiras, il avait un statut un peu particulier. Déjà par rapport au dispositif que tu mets en place avec le split screen, le scope et même l'œilleton qu'on voit parfois à certains moments, mais aussi par rapport à la manière dont tu as de représenter la nature, qui me semble être plus domestiquée par l'homme. Et j'ai l'impression que la trace aussi de l'homme est plus présente dans ce film-là que dans les autres films. Et donc c'est une sensation différente quoi pour moi qui en émane. Donc je sais pas si. C'est un film un peu spécial en fait, parce que c'est la conséquence d'une question qu'on m'a posée, qui était de faire un petit portrait de moi. J'ai bien loupé, comme vous pouvez voir le truc. Et on m'a demandé en fait au départ des chercheurs en cinéma m'ont demandé de participer à une revue audiovisuelle avec un portrait pour que je présente mon travail. Et j'ai fait ce film-là. Et j'ai commencé le film en mettant des captures d'écran, des voix off où je parlais de mon travail sur mon rapport à la compression vidéo et tout ça. Et en fait, je trouvais ça abominable. Et je me suis dit que plutôt que de parler de mon travail, j'allais retourner sur un travail que j'avais fait et sur des images que j'avais produites pour les revisiter et reprendre main sur elles. Et aussi, à travers ça, montrer ce qu'on voit jamais dans mes films, c'est-à-dire leur tournage. Enfin, on le devine d'une certaine manière de temps en temps, mais ça disparaît dans la forme. Et là, l'idée, c'était de ramener ça vraiment avec le film, dans une durée acceptable, parce que moi, donc c'est une île que j'ai filmée pendant quasiment une année, et j'ai quelque chose comme 60 heures de rush, de plan fixe, sauf quand je bouge la caméra avec le pied. Et donc je voulais revenir au travers de ça et revenir dans cette histoire que j'ai avec les images, dans le rapport très spécifique que j'ai à leur qualité et leur historicité. Et donc du coup c'était marrant de revenir en 2017 sur des images qui avaient 10 ans, qui avaient été tournées en mini DV, et de me dire que j'allais fabriquer un écrin qui serait le plus précieux possible pour elle. Et donc du coup je me suis dit tiens, c'est marrant parce que le meilleur moyen pour moi de montrer en 2017 une image mini DV pour respecter sa résolution, c'est de faire un film en scope, puisque le scope était le format dans lequel la résolution de mini DV était la plus proche en hauteur. Et je me suis dit allez, voyons voir ce que ça fait des images mini DV dans un scope, et j'ai commencé comme ça à monter ces images là, et donc le scope a appelé le split screen, et j'ai eu cette petite histoire de ces deux images là qui naissaient au milieu du format, et donc je me suis dit que c'était un joli appel pour construire un film comme ça qui allait aller vers le scope, et où on finirait en scope. Et donc du coup je suis retourné faire un film avec des images, enfin faire un plan avec des images de ciel dans la bonne résolution pour finir avec le ciel comme ça. Mais donc voilà, c'est comme la plupart de mes films, il n'y a pas de projet vraiment, quoi. C'est une exploration, et les choses s'élaborent au fur et à mesure que ça se passe. Puisque là, le projet, c'est faire un portrait de mon travail et de moi, donc voilà où j'en arrive.
De temps en temps, il y a des intentions un peu plus fortes, comme par exemple dans Avant l'effondrement du Mont Blanc, où il y avait effectivement quelque chose de très tendu par rapport à la relation que j'ai avec les Alpes et puis le bruit qui est de plus en plus fort de cette question de l'effondrement de la montagne, quoi, ou de cette présence-là, de la menace de l'effondrement, et de l'absurdité que d'aller faire un tour du Mont Blanc en avion. Mais par exemple, Tchouva, c'est un film où en fait j'étais invité par le festival de Madère, et quand je suis arrivé à l'hôtel, j'ai trouvé que la vue était magnifique. Donc du coup, j'ai sorti ma caméra, je l'ai posée sur le balcon, j'ai cadré, et puis en fait, j'ai déballé mes bagages. Et pendant que je faisais ça, il y a un orage qui est arrivé. Et qui a pris l'image et qui a complètement encombré le ciel, et on a ce glissement comme ça dans l'orage, et en fait ça a amené l'image vraiment à ses limites, quoi. On était dans quelque chose de très gris, et où tout d'un coup il y avait quelque chose qui se passait à l'intérieur des images qui m'a beaucoup plu, et donc le film il raconte juste ça en fait. J'ai débordé de la question. Et par rapport à la compression vidéo, justement, quelle est la part d'aléatoire, et à quel niveau et à quel degré toi y influes? La part d'aléatoire, elle est, je dirais, inexistante, puisque c'est des systèmes qui servent à calculer. Donc, c'est-à-dire que si on refait 2 fois la même opération, on a 2 fois le même résultat. Il n'y a pas du tout de générativité à l'intérieur de la compression vidéo. Et donc, du coup, je dirais qu'il y a de l'indétermination plus que de l'aléatoire, quoi. Il y a quelque chose que je connais pas et que j'anticipe plus ou moins, qui, avec les années et l'expérience, est de moins en moins, indéterminé. Il y a beaucoup d'intuitif dans ce que je fais aujourd'hui, quoi. Je sais à peu près où je vais tout le temps, mais très tôt j'ai eu le désir de pas avoir, très tôt, tout de suite en fait, je me suis dit je vais pas faire ça comme un ingénieur et comprendre mathématiquement et être capable de contrôler. Et ça, c'est dès le début des années 2000 en fait que j'ai décidé de faire ça. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai eu ce désir d'essayer par l'erreur en fait, de bricoler, de voir ce que ça donnait et d'apprendre comme ça. Je pense que j'avais envie de pas savoir vraiment ce que je faisais pour garder ce truc-là de la surprise et de comprendre plus ou moins approximativement les choses. Et donc maintenant, je connais vraiment très bien. J'ai même été invité il y a quelques années dans un laboratoire avec des scientifiques qui écrivent des algorithmes de compression vidéo, parce qu'ils étaient très curieux de savoir qu'est-ce que j'utilisais comme outil. Ils ont été très surpris de savoir de comprendre que j'utilisais pas des outils très compliqués et que en fait ils savaient exactement ce que je faisais. C'est juste que je faisais ça mal, on dira. Et donc c'était très marrant parce que là où ils s'attendaient à avoir une conversation où ils allaient apprendre plein de trucs, moi j'étais allé là-bas pour comprendre des choses. Donc c'était une rencontre assez étonnante. Mais j'ai une grande compréhension philosophique et théorique, mais mathématiquement je suis une quiche comme on dit chez moi avec tout ça. Moi j'ai une dernière question sur la page Vimeo de Or, pour caractériser le ciel, tu parles du jaune de Klimt, et du coup ça m'ouvre à une question qui est peut-être un peu vaste, mais qui est ton rapport à la peinture et de tes influences picturales. Alors pour Or, en fait la série est faite avec des images de Klimt, parce qu'en fait la série est née à Vienne. Et en fait, je suis très féru d'alchimie et je sais pas pourquoi je me suis dit tiens, pour injecter de l'amour dans les images, autant utiliser des toiles, des images qui en contiennent déjà. Et du coup, j'ai été prendre des photos de toiles de Klimt. Et donc le baiser de Klimt et donc les feuilles d'or dans sa peinture.
Et en fait, les 3 films de la série naissent de ces images-là. Donc, on voit une photo de la peinture et les images partent de ça. Et toutes les couleurs découlent de cette histoire de l'image que j'ai tournée et de la photo de la toile de Klimt. Ma relation à la peinture, elle est extrêmement forte. Moi, je dirais que c'est ce que j'aime le plus. Mais toutes les peintures qu'on voit dans mes images sont des conséquences de notre culture, de la mienne et tout ça. Jamais je vise un style ou une esthétique spécifique, quoi. C'est vraiment des choses qui ressurgissent et je ne sais pas si nous avions pas cette culture, si on serait capable de les reconnaître, en fait, puisque notre culture des images est extrêmement fortement ancrée dans l'histoire visuelle de la peinture. Peut-être de moins en moins, donc peut-être que ça marchera plus dans quelques générations, ça. Mais je me suis nourri énormément de peinture et je continue à me nourrir beaucoup de peinture, quoi. Je pense que là, chez moi, il y a beaucoup plus de livres de peinture que d'autres choses. Est-ce que vous avez des questions, peut-être? Alors, juste, il faut expliquer, le micro ici, il n'est pas relié aux enceintes, c'est juste pour la captation. Donc, si tu ne t'entends pas dans les enceintes, c'est tout à fait normal, ça. Bonjour. Ouais, moi j'avais aussi une question liée à la peinture, parce que j'ai l'impression qu'on ne peut pas s'empêcher de penser à ça en voyant vos films. Et je me souviens que j'avais découvert votre travail. J'avais aussitôt téléchargé un programme pour faire du data moshing, bidouiller un peu les images clés, etc. Et là, j'ai été pris mais vraiment un peu de vertige parce que j'ai tout de suite arrêté parce que je me suis dit tiens, je pourrais vraiment me perdre là-dedans parce que j'ai l'impression que rien ne m'arrête, quoi. C'est comme si pas que rien ne m'arrête, mais que je pourrais faire ça infiniment, en fait, et travailler ces images un peu comme une sorte de peintre qui recouvrirait. Et du coup, moi, c'était un peu ça ma question, c'était pourquoi je m'arrête pas? Pourquoi ça s'arrête pas? Mais non, plutôt comment on sait que la toile est finie, quoi. Quand on a autant de pouvoir sur les images. Vous parliez ici que justement vous aviez beaucoup d'intuition et que vous saviez où vous allez et que du coup votre geste est assez déterminé et que le hasard prend un peu moins de place. Et du coup, qu'est-ce qui vous arrête en fait? Qu'est-ce qui vous... Ouais. Je sais pas vraiment où je vais. Tu veux, c'est quand je fais quelque chose, je sais j'ai l'idée de vers quoi ça va aller. Mais ça arrive souvent que je sois surpris. Et en fait, je sais jamais quand c'est terminé. C'est à un moment donné, j'arrête parce que ça atteint un équilibre suffisant pour moi dans les désirs que je pourrais avoir avec les images et tu vois l'envie de l'image que j'ai. Je pourrais jamais l'atteindre, mais il y a un moment donné où je commence à être très proche de ça. Par contre, je sais quand j'y suis pas. Je sais quand les images sont pas suffisamment fortes, quand elles sont pas suffisamment, tu vois, intenses pour moi, ou quand, tu vois, il y a toujours une relation entre quelque chose qui fait disparaître le sujet et quelque chose qui rappelle sa présence, une histoire d'équilibre dans mes images qui est toujours très importante pour moi et qui est très difficile à exprimer autrement qu'avec des images. Mais c'est à un moment donné, tu vois, tu arrêtes. Alors il y a les choses que tu arrêtes parce que tu n'as plus le temps, par exemple, et il y a les choses que tu arrêtes parce que tu sens qu'il y a quelque chose qui est là et qu'en fait il vaut mieux recommencer autre chose plutôt que de continuer à cet endroit-là. Parce que de toute façon, tu vois, c'est marrant. Par exemple, aujourd'hui, j'ai revu. J'avais longtemps que j'avais pas vu Patiras. J'étais surpris de mon montage à certains endroits. Je le referai pas pareil aujourd'hui, tu vois. Je me suis dit que il y avait trop de plans courts. Tu vois. Donc je dirais c'est un truc de présence, tu vois. Je pense qu'il y a quelque chose de très. Je peux faire attention, je peux être très long dans les réponses.
il y a quelque chose que j'ai naturellement développé. Alors peut-être parce que tu vois, à un moment donné où j'ai été amené à fréquenter beaucoup des cours de yoga, j'ai lu beaucoup de choses dans la spiritualité. Il y a des choses qui continuent à m'accompagner très fort. Les rencontres que j'ai faites et qui fait que la question de la présence, tu vois, et le rapport aux choses est essentiel pour moi, et que j'ai développé ce truc-là d'un travail au tournage et à la fabrication des images, d'être vraiment fort avec elles et jusqu'au moment où je peux arrêter de les travailler, tu vois, parce que j'estime qu'elles sont suffisamment là, elles sont suffisamment présentes, et que les montrer à des gens maintenant, à partir de là, c'est possible, et que je serai honnête en faisant ça, et que avant, ça serait pas honnête de le faire, parce que je ferais semblant de quelque chose, quoi, tu vois. Je raconterais une histoire. Il y avait je crois que c'est dans, je sais plus du tout. J'ai écrit à un moment donné dans un texte que il y avait un rapport à tout ce que je fais, c'est une réaction au cinéma narratif, je dirais, puisque j'ai eu une très brève carrière à faire des courts-métrages avec des gens qui parlent, et j'ai commencé un long-métrage que j'ai jamais fini avec des gens qui parlent aussi, avec des histoires et tout. Et en fait, dans mon histoire avec le cinéma, il y a un moment donné où j'ai quitté la salle énervé, où j'ai quitté la salle épuisé des films que je voyais, très en colère de comment le cinéma me traitait, dans l'imposition de son langage, dans la condition systématique de ses formes, et j'en pouvais plus. Il fallait moi que je fasse des films qui attaquent ça. Pour moi, il fallait que je puisse voir des choses qui sortaient de ce cadre-là, et il fallait que je voie des images qui étaient vraiment là. Et à l'époque, j'avais une très faible culture du cinéma expérimental, donc je connaissais pas ça bien. Il y avait heureusement quelqu'un qui s'appelle Bertrand Grimaud à Bordeaux qui programmait du cinéma expérimental très régulièrement, et je me suis jeté dans l'image. Et pour moi, et peut-être que je reviendrai à la fiction un de ces jours, c'est tout à fait possible, puisque mes derniers films y parlent un petit peu. Alors, vraiment pas beaucoup, hein, mais un petit peu. Vous avez vu dans Silence, Silence, il y a des voix. Et c'est marrant d'ailleurs que ça s'appelle Si le silence et que ça parle. Je pense que je suis parti parce que j'avais pas les moyens de continuer pour faire le cinéma que je voulais voir. Et que l'histoire de mes films et de ma pratique, c'est d'arriver à petit élaborer une capacité à faire ce que j'aimerais voir. Donc, je commence à arriver à faire les images. Maintenant, les derniers films, d'ailleurs, ils le montrent assez. Avant Les Frottements du Mont Blanc et Sur le silence, ils structurent beaucoup plus les choses. Et donc, peut-être qu'à un moment donné, il y a des histoires qui vont revenir dans les films. On m'a déjà tendu la perche parce que j'ai fait un opéra en 2017, qui est une catastrophe d'une certaine manière, mais qui était vachement intéressant et qui m'a fait aussi travailler beaucoup de choses. Et il y en a certainement un autre qui sera en projet. Et je passe peut-être par cette forme qui m'est très étrangère aussi, parce que ça me provoque un endroit qui est certainement difficile. Mais je pense que tout est une question, tu vois, de petit à petit arriver à savoir que je suis capable de passer à l'étape d'après, parce que j'ai fini ou parce que j'arrive à la maîtrise qui est nécessaire pour moi de telle ou telle étape, quoi. Et parce que ici vous parliez d'intensité et de à quel point les images à un moment donné vous suffisent, enfin en tout cas vous satisfont, et je me demandais à quel moment intervient le son ou plutôt la musique dans cette recherche d'intensité. Ça dépend des films, mais majoritairement ils sont montés sans son.
majoritairement, le son vient vraiment après. Avant l'effondrement du Mont Blanc, le son a quasiment été intégralement fait avant. J'ai plus touché au son, je l'ai pas écouté, j'ai monté les images. Et après, j'ai commencé à poser le son dessus. Mais il y avait déjà l'énergie du son qui était quelque part. Or, le son, il est fait après. Chouva, le son, c'est la pluie. Et puis après, j'ai demandé à Samuel André de faire la musique, qui a aussi fait la musique de Patiras à la fin. Patiras, c'est monté, c'est le son. Vous avez vu, c'est image de gauche, son de gauche, image de droite, le son de droite, plus le vent en arrière-plan sur les deux voix. Mais majoritairement, le son, ça vient participer de comment le film va se construire dans son expérience une fois en salle. Mais je travaille pas les images avec le son. Sauf quand, par exemple, si le silence, on a fait des allers-retours avec Julien. Donc, il m'a envoyé des sons, j'ai monté le son sur les images, j'ai changé des choses. Le film a avancé parce que c'était pas fini. Donc là, il y a eu un aller-retour, mais c'était un process assez particulier avec Julien Després. Ok. Malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps, on va devoir quitter la salle, mais ça aurait pu durer plus longtemps. Merci beaucoup d'avoir été là. Mais on peut discuter autrement, sans micro. Carrément. Merci beaucoup Jacques et merci beaucoup tout le monde.